Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, dont ce sera la dernière apparition à ce micro avant les résultats des élections législatives, puisqu'il y est candidat et que donc, ce faisant, il nous prive pour quelques semaines de sa sagesse et de sa présence. Nous serons aussi avec David Jayes, essayiste et enseignant à Sciences Po, et avec Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef du quotidien La Croix. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Écologie, quel est le plan ?» Il est ainsi chapeauté et soudain tous considèrent qu'il est urgent d'agir pour sauver notre planète. Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, a même déclaré Emmanuel Macron. La tâche est immense car les dérèglements sont multiples. Raréfaction des réserves d'eau douce, atteinte à la biodiversité, à la qualité de l'air, érosion des sols, sans oublier le changement climatique et ses répercussions multiples qui menacent à moyen terme de rendre la Terre bien moins habitable. Dans ce contexte, un vieil outil de politique publique refait surface, la planification, qui impose de réfléchir, de prévoir et d'anticiper. Dans le cadre de nos BADA, si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi la deuxième de nos conversations avec Dominique Vermorel, alias Honnête Compagnon Tailleur de Pierre, le courage de Charlieu, avec qui nous abordons la réfection d'une cathédrale, en l'occurrence d'ailleurs la cathédrale de Rodez. Enfin, selon la tradition, mais ça n'est pas qu'une tradition, je voudrais d'abord remercier ceux qui ont entendu les appels que j'ai relancés récemment à la participation à notre financement et dire à ceux qui les ont entendus mais qui n'ont pas encore joint l'action à la pensée que le moment est venu et que leur contribution, quelle que soit sa forme, sera la bienvenue. Je voudrais maintenant vous proposer que nous nous intéressions à l'état de la droite, après nous être intéressés la semaine dernière à l'état de la gauche, à l'état de la droite au seuil des élections législatives. Après que la droite de gouvernement est passée sous la barre des 5% au premier tour de l'élection présidentielle, Christian Jacob, président des Républicains, a convoqué en urgence un bureau politique puis un comité stratégique de son parti. Pour lui, je cite, « les choses sont claires, on est soit républicain, soit majorité présidentielle, la double appartenance n'existe pas ». Les candidats investis par les Républicains pour les législatives devront-ils signer une charte de clarté et d'indépendance, sorte de cordon sanitaire, exigeant qu'ils ne pactisent pas avec la Macronie pendant la campagne et qu'après leur élection, ils ne se rallient pas à une éventuelle majorité présidentielle et qu'ils respectent scrupuleusement les orientations du parti pendant toute la durée du mandat. Ils devront signer. Cette forme interrogative était inappropriée. Dans 53 circonscriptions sur 577, un candidat unique sera soutenu par les Républicains, l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI de Jean-Christophe Lagarde, soixantaine de représentants, et les centristes Le Nouveau Centre d'Hervé Morin, une trentaine de représentants. La droite a défini 5 priorités programmatiques. Le pouvoir d'achat figure désormais en première place, baisser les taxes sur les carburants, baisser la CSG, défiscaliser intégralement les heures supplémentaires et permettre la conversion des RTT en salaire, aucune retraite en dessous du SMIC, mesure rattachée à la 5e priorité, celle de la solidarité, verser des allocations familiales universelles dès le premier enfant et défiscaliser les pensions alimentaires. Suivent la santé, l'environnement, la sécurité et l'immigration. Le 5 mai, la nouvelle confédération macroniste Ensemble a été créée. Elle repose sur 3 piliers, ou plus exactement sur 3 personnalités, Richard Ferrand, François Bayrou et Édouard Philippe. La nouvelle structure est envisagée comme une succession de cercles concentriques avec un axe central reposant sur le couple LRM et Modem, avec le renfort d'Horizon, puis des autres partis de centre droit, Agir, Parti radical, et de centre gauche, Territoire de progrès, En commun, Fédération progressiste, qui composent la galaxie macroniste.
Dans l'accord scellé, 400 circonscriptions reviendront au parti présidentiel, le MoDem en récolte entre 100 et 110, le parti d'Édouard Philippe, 58 investitures, un peu plus que le seuil de 50 permettant de prétendre au financement public accordé au parti. Reste à savoir si parmi ces circonscriptions, le maire du Havre pourra obtenir au moins 15 députés, le nombre nécessaire à la formation d'un groupe à l'Assemblée nationale. L'enjeu est maintenant d'attirer des dissidents d'autres formations. Nicolas Sarkozy a déjà appelé son parti à rejoindre la future majorité présidentielle, mais pour l'heure, les ralliés officiels au macronisme se comptent sur les doigts d'une main. 3 sortants LR et 2 UDI ont à ce stade décidé de se porter candidat comme soutien d'Emmanuel Macron. Sur cette question, David Jayes. Oui, alors, dans un papier que j'avais fait pour Marianne, je crois en février, c'est pas pour m'en glorifier, hein, mais j'avais annoncé le trio de tête de l'élection présidentielle au moment où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient encore assez bas dans les sondages. J'avais annoncé l'ordre d'arrivée d'ailleurs, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Parce que il me semble qu'au niveau national, la vie politique se détermine de plus en plus sur des orientations et sur des choix métapolitiques. Et Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen nous disaient quelque chose de ce qu'était la préoccupation fondamentale d'une partie des Français. Il y avait au centre une France optimiste, un esprit de conquête, libéral, à l'aise dans la mondialisation. Il y avait à droite, à l'extrême droite, une France inquiète pour son identité, inquiète du multiculturalisme, inquiète de l'immigration. Et puis à gauche, ou dans la gauche radicale, une France plutôt inquiète pour l'avenir du modèle social, des services publics, et au contraire plutôt favorable au multiculturalisme. Et en réalité, cette vie politique est en train de se déconnecter profondément de la vie politique locale. La vie politique locale repose encore sur les règles du jeu traditionnelles, c'est-à-dire des partis politiques qui sont des organisations, qui sont capables de mobiliser des ressources à la fois financières et humaines. N'oubliez pas, cher Philippe, que pour gagner une élection municipale, par exemple, il faut être capable d'aligner dans la moindre ville moyenne une 50aine de personnes sur une liste, ce qui suppose des réseaux de militance avec la parité. Donc ça nécessite du monde au portillon, si j'ose dire. Et puis cette équation de proximité, des réseaux d'interconnaissance, des habitudes, des traditions. Donc au fond, il est aujourd'hui plus facile d'une certaine manière de faire une percée au niveau national quand on a un discours fort à tenir sur la France, quand on a un projet fort dans lequel peuvent se retrouver une partie de nos compatriotes, qu'au niveau local. D'où le sentiment de 2 vies parallèles ou de 2 mondes parallèles. D'un côté, le monde national qui est dominé par les 3 figures que j'indiquais, et qui est structuré par la métapolitique, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que c'est que la France dans les années qui viennent, où veut-on l'amener ? Et un monde local qui résiste et qui est très lié au contraire à l'ancienne distribution en quelque sorte sur l'échiquier politique, c'est-à-dire la droite de gouvernement, un peu moins significativement la gauche de gouvernement. Et au fond, les Républicains se retrouvent dans la même situation que le Parti socialiste après 2017, c'est-à-dire une quasi-disparition au niveau national, puisque Valérie Pécresse, mais comme François-Xavier Bellamy déjà aux européennes de 2019, n'a pas réussi à trouver son électorat entre le pôle d'Emmanuel Macron qui a rassemblé les gens plutôt optimistes, plutôt libéraux, et le pôle de Marine Le Pen qui a rassemblé les gens plutôt inquiets sur l'identité et très demandeurs de social. Mais dans le même temps, cette droite-là, elle conserve des ressources, elle conserve des élus, des milliers d'élus, probablement des dizaines de milliers d'élus dans les cantons, dans les communes. Et elle se retrouve dans une situation, en réalité, de crise existentielle au niveau national. Je pense que ce qui va être intéressant à observer dans les semaines et les mois qui viennent, c'est la bataille, en réalité, pour le parti, parce qu'elle sera rude. Et il y a un proverbe qui dit plus la taille du gâteau se rétrécit, plus on a l'impression que ceux qui tournent autour du gâteau sont nombreux. Et c'est ce qu'on a vu avec le Parti socialiste. On a vu des batailles rudes après 2017. On risque de voir la même chose avec la droite. Toute la question pour moi, au-delà des hommes et des femmes, c'est de savoir sur quelle ligne cette droite parlementaire républicaine va se reconstruire. Est-ce que c'est une ligne très identitaire et donc
compatible avec le Rassemblement national ou ce nouvel espace de droite identitaire qui va être en effervescence dans les années à venir, quoi qu'il arrive. C'est probablement ce vers quoi penche Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est sur une ligne de droite sociale, très ancrée dans les territoires? Je vois bien qu'il y a une jeune génération d'élus chez les LR, comme Aurélien Pradier, par exemple, qui penche vers ça, espèce de résurrection du gaullisme social, si tant est que la chose soit possible et ait du sens aujourd'hui. En tout cas, ça va être intéressant à observer parce qu'il y a un véritable enjeu de ligne politique qui n'est pas tranché. Et j'ai presque envie de dire que pour une fois, la gauche, en tout cas la gauche du Parti socialiste, a pris de l'avance puisqu'elle a choisi de se rallier avec Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire elle a fait le choix de la radicalité, choix que je désapprouve totalement à titre personnel, mais elle a fait ce choix de clarification idéologique. Il sera intéressant de regarder si, par symétrie, la droite de gouvernement fait le même choix. Isabelle de Golemin. Oui. Moi, j'espère qu'elle va pas faire ce choix-là aussi, parce que ce qui se passe aujourd'hui, moi, ça me rappelle des vieux souvenirs, non pas de moi, parce que j'étais pas encore en âge de voter à l'époque, mais des vieux souvenirs scolaires sur ce qui s'est passé finalement sous la 4e République. À la fois l'épisode de la 3e force et l'épisode du Front républicain. On avait une assemblée avec finalement un centre qui était républicain et pour les institutions, et puis d'un côté et de l'autre, et les gaullistes et le PCF, ou alors après, et les poujadistes et le PCF, qui étaient contre la République et qui voulaient un autre régime. Et c'est quand même d'assez mauvais souvenirs. C'est-à-dire que si on a juste une toute petite frange qui aura la majorité, mais qui est pour le régime, et qu'on n'a pas une opposition de régime, c'est-à-dire qu'on a ni à droite ni à gauche des gens qui veulent jouer le jeu des institutions actuelles, ça me paraît assez dangereux. Et c'est vrai qu'on a bien vu comment a fini la 4e République en crise de régime. C'est-à-dire que si on a une majorité de gens à droite et à gauche qui veulent une autre république et du coup qui ne vont jamais jouer le jeu de présenter une alternance possible, virtuelle et intelligente et voilà. Donc du coup on est condamné à avoir juste une possibilité qui serait le macronisme. Donc moi j'espère que la droite va pas faire le jeu de l'extrême droite, d'autant plus qu'il me semble que l'histoire devrait quand même lui apprendre que ça marche pas. On a bien vu pour François-Xavier Bellamy ou Valérie Pécresse, à partir du moment où elle a quand même beaucoup viré sous l'influence de Ciotti vers la droite dure, c'est là qu'elle a commencé à perdre des points. Et François-Xavier Bellamy, avec un programme extrêmement identitaire et très conservateur, n'a pas non plus fonctionné sur l'Europe. Donc je pense que la droite a au contraire un créneau là intéressant, à condition de rester dans une droite de régime, une droite républicaine. Sinon, moi, je suis effectivement très inquiète si à l'Assemblée, les oppositions sont des oppositions pas au gouvernement, mais au régime. Et ça me paraît très dangereux. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est une affaire assez compliquée. Ce qui semble quand même émerger depuis la fin de l'élection présidentielle, c'est une relative résistance d'une part de la droite traditionnelle, et d'autre part à gauche de LFI. On a quand même, dans les deux cas, des structures qui résistent. Alors pour LFI, c'est assez normal, parce que Mélenchon est arrivé en troisième position et quasiment en seconde. Il y avait pratiquement presque jeu égal avec Marine Le Pen, et que le parti traditionnel, notamment le Parti socialiste, s'est effondré, complètement effondré, ce qui fait qu'on assiste à quelque chose qui est quand même déterminant pour la droite, qui est une sorte d'union de la gauche faite sur le partenaire le plus radical, le plus contestataire, le moins européen, le moins atlantique, le plus hostile à l'économie de marché, donc quelque chose qui est un véritable repoussoir pour les gens de droite. Mais le Parti républicain, qui effectivement, stratégiquement, n'a, semble-t-il, pas beaucoup de choix, coincé entre Macron et Le Pen, on aurait pu penser, on peut toujours penser à terme, je le pense d'ailleurs à terme, qu'il va falloir finir par choisir entre ces deux options, soit de se rallier à une alliance avec une droite radicale, incarnée par le FN, et soit participer plus ou moins rapidement à une majorité de type macronienne.
Alors, pour l'instant, ce qui caractérise LR, c'est quand même la capacité à faire ce que les gens romains appelaient la tortue, c'est-à-dire à se replier sous les boucliers et à essayer de survivre à l'épreuve. On verra ce que ça donne, mais c'est quand même un élément important et un élément qui fait que les élections législatives ne sont pas jouées. Qu'une majorité absolue pour les macroniens n'est pas aussi sûrement acquise qu'on pouvait le penser au lendemain du second tour. Et pas simplement parce qu'il y a une résistance, une dynamique qui va rencontrer ses limites, celle-là, du côté de la gauche, mais également parce qu'il y a cette résistance à droite. Alors, comment se pose le problème pour la droite ? Je crois, la droite traditionnelle, je crois que elle se situe, il faut l'analyser sur deux plans différents. Le plan de ses orientations, c'est un plan dans lequel elle doit nécessairement s'inscrire dans la logique ternaire, qui est celle tripolaire, qui est celle des orientations politiques idéologiques dominantes en France. C'est-à-dire qu'il y a le pôle, qualifions-le de populiste ou autrement, mais un pôle très souverainiste, très anticapitaliste, très jacobin, très statolâtre, qui est incarné par Mélenchon à gauche et par Le Pen, et qui est également anti-américain, anti-libéral, donc anti-américain, donc très très réservé sur l'Alliance Atlantique, sensible aux sirènes poutiniennes, etc. Ça, c'est quand même le choix fondamental et de Mélenchon et de Le Pen, et accessoirement, c'était celui de Zemmour aussi. Donc ça, c'est évidemment assez tentant pour une partie de la droite, notamment dans le Sud, c'est cette première chose. Sinon, l'autre choix, il ramène forcément la droite à des choix qui sont de type macronien et de type UDF, car en réalité, depuis les années 70, en France, la droite est dominée par l'UDF. Et pas par le RPR. Même si le RPR a imposé, parce qu'à cause du talent personnel de Chirac, de la force d'organisation du parti gaulliste, le choix structurel de la droite a été, pour parler, quand je dis UDF, c'est un mot provocateur, bien sûr, je dis libéral, social, européen. Ça a été au bout du compte, le signe, c'est Chirac construit le RPR contre Simone Veil, contre Giscard et Simone Veil au moment des européennes de 79, le parti de l'étranger, etc. Et 5 ans plus tard, il plébiscite Simone Veil comme la conductrice de toute la majorité lors des élections européennes de 84. Et on n'en est jamais sorti. Il y a eu il a essayé d'en sortir en 95, Chirac, mais il s'est vite ramené dans le giron. Il a choisi pour finir Juppé et pas Séguin. On a eu le choix de Balladur, et ensuite le choix, quand il a été réélu, de Raffarin, etc. Donc on est resté dans cette logique profonde, et elle est incarnée aujourd'hui par Emmanuel Macron, et c'est extrêmement difficile pour la droite de refuser cela. Alors elle peut le refuser de deux manières, idéologiquement, si elle ne veut pas se rallier au FN. Elle peut le refuser par un affichage traditionnaliste, les valeurs de transmission, d'ordre moral, de résistance à toutes les réformes sociétales du macronisme, la PMA, etc. C'est le choix Bellamy, on va dire Wauquiez, Bellamy, c'est surtout Bellamy, c'est tout à fait clair. Ou alors elle peut s'y opposer par un choix libéral. On laisse les entreprises, on en a marre de l'État-providence, on en a marre de l'État d'assistance, etc. Dans les deux cas, ça ne marche pas. Très bien. Bellamy a échoué. Pécresse, qui a fait une synthèse des trois, en réalité, elle a été un peu sécuritaire et anti-immigrée comme Ciotti. Elle a été un peu traditionnelle comme traditionnaliste, mais pas trop,
comme Bellamy, un peu libéral. Bon, le résultat, la synthèse a été très mauvaise. Donc, idéologiquement, la droite devrait se rapprocher. Bon. Et puis, elle ne le fait pas parce que c'est comme ça, parce qu'elle est un peu hypnotisée. Le deuxième clivage, qui là aussi devrait la conduire à se rapprocher du macronisme, c'est le réalisme. Et là, nous ne sommes plus dans un système ternaire. Nous sommes dans un système binaire entre les gens qui ont une culture de gouvernement ou une culture d'opposition. La culture de gouvernement, c'est le compromis, c'est l'acceptation d'un programme modéré, c'est l'idée qu'on ne réalise pas tout ce qu'on veut réaliser et qu'on tient compte de la réalité et que donc on déçoit le prophétisme. Et là, on voit bien que la droite traditionnelle, c'est sa philosophie profonde, mais elle a du mal à y adhérer. Paradoxe, alors, les gens de la culture populiste, de non-gouvernement, c'est Le Pen et c'est Mélenchon. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'en réalité, sur ce plan-là, Emmanuel Macron est ambigu, parce qu'il pratique la politique du gouvernement, la culture de gouvernement, indiscutablement. Il est réaliste, c'est un fonctionnaire de formation, il fait des arbitrages très rationnels. Il suffisait de l'écouter dans sa conférence de presse de candidature avant le premier tour pour voir qu'il disséquait tous les problèmes avec une espèce de rationalisme technocratique, même un peu excessif aux yeux de beaucoup de monde. Mais en même temps, il s'est posé dans la rupture, dans la disrupture, on dit maintenant. La disruption, oui. Il est assez porteur d'un certain prophétisme. Alors, donc là, il y a une sorte d'ambiguïté de part et d'autre. Alors, comment ça va se résoudre ? J'en sais rien. Je crois que pour l'instant, oui, il y a une troisième dimension, mais que je mentionne très rapidement, c'est effectivement la crise des partis. Et là, c'est ça qui explique la résistance de LR, c'est qu'il s'appuie sur un réseau de collectivités territoriales. Or, tous les partis sont par terre sur ce plan-là. Pécresse, ça n'a pas marché, les socialistes, ça n'existe plus, mais la majorité elle-même avait pris un gadin il y a 1 an. Donc, il n'y a plus beaucoup de partis. Ce qui surnage, ce sont les collectivités territoriales. Et c'est à ça que la droite traditionnelle s'accroche, comme la Raped à son rocher. Mais ce qui va, à mon avis, ça va conduire à ce qu'on verra. Je pense, est-ce que ça empêchera la majorité présidentielle d'être une majorité législative ? Je ne crois pas, mais c'est pas exclu. Mais au-delà, il faut bien voir que nous allons vers, et c'est ça là-dessus que je veux conclure, nous allons vers des moments dramatiques. Nous allons vers une situation économique mondiale très détériorée, nous allons vers une relance de l'inflation mondiale, nous allons vers une tension de l'attitude des banques centrales, etc. Nous allons vers une dureté, un durcissement des relations internationales très impressionnant, et donc l'école de gouvernement, la culture de gouvernement devrait logiquement reprendre ses droits. Alors je crois qu'on verra ce qu'il en est. Je crois que le grand mariage des Républicains et des Macroniens a été renvoyé à une date ultérieure, mais les bancs avaient été quasiment publiés, et le mariage devra, à mon avis, finalement avoir lieu si on veut que ce pays soit gouverné d'une façon relativement stable. Mais ça ne sera pas le 19 juin, ce sera un peu plus tard. Isabelle de Goulman. Oui, juste une petite remarque. Il y a toujours eu dans la droite à la fois une droite libérale, une droite conservatrice, donc ça c'est logique. Mais ça me paraît dangereux si la droite républicaine se rallie complètement à Macron et qu'il n'y ait plus d'espace entre un grand centre libéral et une droite très très populiste. Et il me semble que chez nos voisins européens, il y a dans une droite, il y a une place pour une droite conservatrice, avec parfois à l'intérieur de cette droite conservatrice d'ailleurs des gens très populistes, très à droite, qu'on pourrait trouver chez nous, chez les lepénistes. Mais je trouve ça, me semble-t-il, un peu dangereux si on n'y a pas dans l'offre qu'on peut proposer aux Français une offre conservatrice qui ne soit pas libérale, centriste, progressiste. Sinon, les gens vont, effectivement, si la droite n'est plus que populiste, je crois qu'alors là, ça va devenir très, très dangereux. David Jays. Oui, alors par rapport à ce que disait Jean-Louis sur l'inéluctable mariage des Républicains et du bloc majoritaire,
Je pense que le résultat de l'élection présidentielle a rebattu les cartes en profondeur. Parce qu'effectivement, ce qui était, semble-t-il, sur les rails, c'était un rapprochement par les bons offices de Sarkozy, de plusieurs dizaines de députés, les Républicains. Et en réalité, le score assez élevé de Mélenchon et les orientations qui ont été prises par Emmanuel Macron autour de la planification écologique, autour de la transformation au fond de notre modèle, au fond, constituent plutôt des appels de phare vers la gauche de gouvernement, me semble-t-il. Alors, conjoncture peut évoluer et on entre dans un monde très turbulent. Mais je pense que le rapport de force tel qu'il a été enregistré, entériné au moment de l'élection présidentielle, et le fait qu'aujourd'hui, l'opposition la plus bruyante, on verra ce qu'il en sera dans les urnes, mais en tout cas, à mon avis, la plus dangereuse à ce stade, c'est la nouvelle alliance populaire de Jean-Luc Mélenchon. À mon avis, rebat profondément les cartes de ce rapprochement qui a été annoncé et qui maintenant est reporté sine die. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je suis assez d'accord. D'abord, sur le problème de la diversité, je crois de toute manière que l'avenir de la majorité présidentielle n'est pas le menu unique. Ça sera une carte assez diversifiée. Ça doit être comme ça. C'est d'ailleurs ensemble et beaucoup moins unitaire que l'était l'AREM. On a vraiment 3 sensibilités qui s'expriment. Le problème, c'est que curieusement, la sensibilité de la gauche de gouvernement, celle que vient d'évoquer David, elle n'est pas présente en tant que parti, ce qui est un peu paradoxal, mais on a le centrisme, représenté par le MoDem, et un leader en personne de François Bayrou, qui est vraiment l'incarnation du centrisme à la française. On a une droite de gouvernement modérée, classique, jupéiste, avec l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, et on a le tout venant, les grands bataillons du macronisme. Je crois que là, il ne s'agit pas du tout d'imposer ce que Giraudoux appellerait le légume unique. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se fera. Et ça se fera sur la diversité. Simplement, le problème du traditionnalisme, ça se heurte à un certain durcissement d'une partie de l'électorat catholique, autour de l'électorat qui a une tendance à la rupture par rapport, rupture de part et d'autre par rapport à des tendances sociétales de libéralisme culturel. Donc là, il y a une frontière un peu difficile. Sur le libéralisme économique, je crois que ça en revanche, on peut s'accommoder. Alors la question que pose David, c'est, et il a tout à fait raison, les canaux par lesquels pouvaient s'organiser le rapprochement entre LR et les macroniens n'ont pas fonctionné. Sarkozy s'y est mal pris. Il s'est coupé des pécassiens de façon, à mon avis, un peu indélicate. Du coup, quand il a acheté son filet dans la mer, la ressource poissonneuse était un peu limitée. Et il a ramené Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine, c'est très bien. Mais il n'a pas eu, etc., le nombre de ralliements qui étaient attendus. Et le LR est dans cette attitude d'extrême prudence. Mais moi, je ne crois pas du tout à l'opposition. Je n'ai jamais cru à l'opposition entre une gauche de gouvernement responsable et une droite de gouvernement. C'est la même chose. On parle pas du même endroit. Les gens partent de la liberté et font des concessions en matière de solidarité. Les autres partent de l'égalité et font des concessions en matière d'économie de marché. Mais en réalité, c'est parfaitement compatible. Le symbole de ça, je le dis toujours, le symbole historique, idéologique, prophétique de ça, c'est Raymond Aron. Raymond Aron étant un homme qui vient de la social-démocratie, qui a refusé totalement le bolchevisme, les logiques communistes, et qui a très bien compris que l'équilibre politique d'un pays comme la France, et d'une façon générale l'équilibre politique des sociétés d'Europe occidentale, ça passait par l'économie de marché et l'État-providence. Et donc, c'est une affaire de réglage. Donc, je crois qu'effectivement, il est très probable, il est possible que Macron fasse le choix aujourd'hui plutôt de faire appel aux sociolibéraux, aux sociodémocrates, mais ça n'est pas incompatible du tout avec une évolution ultérieure et la constitution d'une majorité de demain. En réalité, quand je dis que les bans ont été publiés mais que le mariage n'a pas été consommé, probablement toute cette affaire va s'organiser
autour de la succession de Macron dans 5 ans. Et donc, et la succession de Macron dans 5 ans, elle va commencer très vite. Parce que les parlementaires vivent dans l'anticipation. Ils ne vivent pas dans l'avenir, mais ils vivent dans l'anticipation. Pas tout à fait la même chose. Et donc, tout le monde va se dire, mais comment va-t-on se configurer au moment où on retrouvera le chemin des urnes ? Et là, il va y avoir des choses... donc ça va, comme dirait le général de Gaulle, on ne va pas s'ennuyer. Sur cette constatation ou cette prophétie, je ne sais pas, je vous propose que nous abordions notre deuxième sujet, celui de la Cour suprême des États-Unis et de sa position supposée à l'égard du droit à l'avortement. Selon une fuite révélée le 2 mai par le site d'information américain Politico, la Cour suprême des États-Unis s'apprête à annuler l'arrêt Roe versus Wade qui, depuis 1973, garantit le droit à l'avortement au niveau fédéral au nom du respect de la vie privée. L'avant-projet d'une décision majoritaire rédigée par le juge conservateur Samuel Alito, qui devrait être rendu officiel le mois prochain, aurait pour conséquence de rendre sans protection fédérale l'avortement, qui pourrait devenir illégal dans environ la moitié des 50 États américains. Les États où il resterait légal pourraient accueillir les Américaines sans accès à l'IVG dans leur État et ayant les moyens de faire le voyage. Les démocrates disposent d'une majorité trop étroite à la Chambre haute pour pouvoir inscrire l'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse dans la loi fédérale, comme en témoigne l'échec à une voix près mercredi dernier d'une tentative effectuée en ce sens au Sénat. Pourtant, une majorité d'Américains est favorable au droit à l'avortement. 61% d'entre eux estiment que l'interruption de grossesse devrait être légale dans tous les cas ou dans la plupart des cas, selon l'Institut Pew Research Center. Le fait qu'il n'y ait pas d'exception en cas de viol et d'inceste est impopulaire même chez les républicains, remarque Robert Erickson, professeur de sciences politiques à l'Université de Columbia. Les démocrates espèrent en faire le sujet principal des élections de mi-mandat en novembre prochain. Je crois que le droit d'une femme à choisir est fondamental, a déclaré Joe Biden. Au lendemain de cette fuite, il estime que l'avant-projet va bien au-delà de l'IVG et remet potentiellement en cause toute une série d'autres droits comme le mariage gay ou la contraception. Toutefois, lors des élections de mi-mandat, d'autres enjeux comme l'inflation, la stagnation de l'économie, l'insécurité et la crise migratoire mobiliseront d'autres catégories d'électeurs opposés à l'IVG ou indifférents aux droits des femmes. En outre, ce sont des élections où les Américains votent généralement peu et le plus souvent à l'encontre du parti présidentiel, rappelle Denis Lacorne, directeur de recherche émérite à Sciences Po. Contrairement aux autres démocraties occidentales, les États-Unis n'ont jamais vu disparaître l'opposition à l'avortement après sa légalisation. Le sujet est devenu un marqueur politique structurant dans le pays. En Europe, l'avortement est interdit à Malte, où il demeure un crime qui peut en théorie expédier femmes et médecins en prison. Depuis 2020, il est radicalement limité en Pologne au cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la femme. En Italie, il est quasiment impraticable. 67% des gynécologues se prévalaient d'une objection de conscience en 2019, 90% dans certaines régions. Aux États-Unis, l'arrêt Roe versus Wade autorise les interruptions volontaires de grossesse jusqu'à ce que le fœtus soit viable, c'est-à-dire jusqu'au 6e mois, 24e semaine, contre 3 mois et demi en France, 14 semaines, comme en Espagne, et en Irlande, comme en Allemagne, la limite se situe à 12 semaines. Sur cette question, Isabelle de Golemin. Oui, alors peut-être qu'il faut d'abord dire que c'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même une spécificité américaine. On a du mal, nous, à comprendre d'ici cette remise en cause du droit à l'avortement. Et c'est vrai que quand on va aux États-Unis, on est quand même toujours surpris du fait que c'est un marqueur, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui divise profondément la société américaine. De ce point de vue-là, moi, je recommande de lire un livre, c'est le livre des martyrs américains de Joyce Carol Oates, qui est une grande romancière américaine. Et ce livre qu'elle a écrit il y a 2 ou 3 ans, je crois, et qui part d'un vrai fait divers, l'assassinat par un évangéliste très anti-IVG d'un médecin gynécologue qui pratique des avortements, et elle remonte et elle montre comment finalement elle prend pas parti alors qu'elle est féministe, parce qu'elle montre comment d'un côté comme de l'autre il y a beaucoup d'idéologies, beaucoup de politiques qui se sont mis là-dessus, et une espèce de fracture américaine qu'ils arrivent plus, ces gens n'arrivent plus à se parler là-dessus. Alors après, je crois que ça pose deux problèmes. Le premier, il y a un problème
juridique, constitutionnel, intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire que il y aurait une lecture qui actuellement essaye de gagner une lecture originaliste de la Constitution, qui estime que le fameux arrêt autorisant l'avortement se pose sur le 14e amendement de la Constitution, mais qui n'était pas prévu pour ça. Donc on ne pourrait utiliser la Constitution que pour ce qu'elle avait été prévue. Donc il faudrait vraiment revenir à une utilisation de la Constitution telle qu'elle a été prévue par les pères fondateurs. C'est un peu comme d'ailleurs une lecture de la Bible intégraliste, c'est-à-dire que fondamentaliste. On ne peut pas faire évoluer la Constitution, alors que effectivement l'arrêt Roe contre Wade, lui, estime que ce 14e amendement pouvait être utilisé contre l'avortement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est à l'inverse de la France, c'est-à-dire qu'en France, on a mis le droit de l'IVG, c'est l'État qui, pour une raison de santé publique, autorise l'IVG. Là, c'est au contraire les juges qui interdisent à l'État de s'occuper de la vie privée des femmes. Donc, on est dans une sorte d'inversion. Mais ce qui me paraît, moi, intéressant et peut-être un peu glaçant aussi, c'est qu'en fait, c'est constitué à partir de cet arrêt, donc en 1973, une opposition chrétienne conservatrice, d'ailleurs œcuménique, c'est-à-dire qu'on a à la fois les évangélistes, les protestants, les catholiques, qui se sont vraiment soudés autour de ça et sont retournés en politique, comme ils avaient pu l'être un moment dans les années 20, autour d'autres sujets, qui sont retournés en politique sur cette histoire-là. Et qui donc, finalement, ont vraiment, c'est pour un peu, c'est leur identité à eux. Leur identité, c'est être contre l'IVG. Et il y a eu, effectivement, ce sont des cadres catholiques qui sont sans doute plus structurés, avec des universités, etc., qui ont donné l'armature intellectuelle à cette bataille, puisque tous les juges, aujourd'hui, à la Cour suprême, sont des juges catholiques. Ils ont beaucoup réfléchi à cette histoire-là. Et c'est eux, aujourd'hui, qui mènent le combat. Alors, effectivement, du coup, on voit une église catholique très divisée, avec d'un côté une forte minorité contre l'avortement, une majorité qui pense qu'il faut quand même avoir le droit d'avorter, et du coup avec ce paradoxe qu'on a un président de la République américain, catholique, très catholique, il se balade avec un chapelet dans la poche, il va à l'église tous les dimanches, enfin il est profondément catholique, qui s'oppose à des juges qui sont eux-mêmes catholiques. Donc on est sur un paradoxe, et on voit qu'en fait c'est surtout une espèce d'opposition nord-sud qui est en train de ressurgir, une opposition sociétale avec des gens qui pensent que l'Amérique doit continuer d'être une terre chrétienne, et d'autres au contraire qui font voix à la diversité. David Jays. Alors, les États-Unis ont toujours été une société beaucoup plus fragmentée sur le plan des valeurs et sur le plan culturel que l'Europe. On le voit sur des sujets qui touchent effectivement au corps, à la fin de vie, mais aussi sur des sujets comme l'environnement. Aux États-Unis, on a 50% de la population qui est climato-sceptique, 50% qui est convaincu que le changement climatique est une grave menace. C'est toujours une catastrophe pour une démocratie qu'une société soit en butte à des oppositions de valeurs. Parce que la différence entre un conflit socio-économique et une opposition de valeurs, c'est que le conflit socio-économique, modulo une bonne culture de gouvernement, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, il est soluble dans le compromis. On peut faire un pas l'un vers l'autre. C'était tout l'enjeu de ce que le sociologue Robert Linhart appelait le compromis de la conflictualité productive durant les 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'il y avait de la croissance, il y avait une opposition entre patronat et syndicats, entre salariés et capitalistes, et puis on arrivait à trouver des compromis avec des hausses de salaire et en même temps des hausses de productivité, tout ça bouclé à peu près. Le problème des oppositions de valeurs, c'est que ce sont des visions absolues. Ce sont des oppositions anthropologiques sur l'homme, sur la famille, sur la sexualité, sur la fin de vie, sur est-ce qu'il y a une vie après la mort. Et quand ça devient en quelque sorte le sujet de conversation dominante dans le débat politique, c'est très dangereux, c'est une pente glissante. On appelle ça les guerres culturelles depuis les années 80 aux États-Unis. Et c'est probablement aggravé par le fonctionnement de la démocratie à l'heure des réseaux sociaux. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Jonathan Haidt, qui a écrit un livre en 2012 qui s'appelle The Righteous Mind. Hélas, non traduit en France, c'est un peu notre provincialisme, c'est qu'on passe parfois à côté des ouvrages extrêmement importants. Et dans ce livre, il dit, au fond, il y a 5, et c'est prouvé empiriquement, 5 piliers de la morale collective dans la société. Le premier pilier, c'est l'empathie.
c'est le fait d'être touché par l'autre, d'être sensible à son sort. Le deuxième pilier, c'est la solidarité et la redistribution. L'esprit de partage, c'est quelque chose qui existe dans la psychologie sociale de manière évidente. Et puis, ça, ce sont ce qu'il appelle les 2 piliers progressistes. Et puis, il y a 3 piliers conservateurs. Le premier pilier conservateur, c'est l'autorité. Le deuxième pilier conservateur, c'est le respect du groupe, de l'identité du groupe. Et le troisième pilier conservateur, c'est, au fond, le sacré. Et ce qu'il dit, c'est que une partie de la dégradation de l'ambiance dans nos démocraties tient au fait qu'il y a, au fond, 2 groupes dans les démocraties. Il y a un groupe qu'il appelle le groupe progressiste, qui est très sensible aux questions d'empathie et de redistribution. On pourrait prendre la métaphore musicale. Il entend très distinctement l'octave de l'empathie et de la redistribution. Mais qui est en revanche totalement aveugle ou sourd aux octaves de l'autorité, de la loyauté au groupe et du sacré. Et il y a un autre tempérament qui est le tempérament conservateur qui, lui, est meilleur, je veux dire, entend plus d'octaves. Il entend les 5 octaves, mais il entend très mal les 2 premiers. Et donc, si vous voulez, vous avez d'un côté donc, des gens qui entendent toute la tessiture, mais très mal les 2 premiers octaves, et de l'autre, des gens qui entendent les 2 premiers octaves, mais qui ne comprennent. Et donc, on entre dans des sociétés, et ça, c'est aggravé par les réseaux sociaux, les bulles de confirmation, etc., où on ne peut plus se comprendre parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et il me semble que cette affaire d'avortement, elle cristallise ces incompréhensions qui sont liées à un manque de terrain moral commun. Donc Haidt, il a plein d'idées pour recréer. Il faut déjà se mettre en situation de comprendre les sentiments moraux des autres pour pouvoir avancer. Et à l'évidence, ce que prépare la Cour suprême américaine, telle qu'elle est dominée par des juges extrêmement conservateurs qui avaient été nommés par Trump, est une violation flagrante de ces règles de compromis qu'indique Jonathan Haidt. Et j'en profite pour faire un deuxième dégagement sur le fait qu'il y a 2 politologues américains qui ont écrit un livre il n'y a pas longtemps aussi, c'est la séquence livre américain pas traduit en français, qui s'appelle « How Democracies Die ». C'est Ziblatt et Levitsky. Et que montrent-ils ? Ils disent, au fond, aujourd'hui, les démocraties, elles ne périssent plus dans les coups d'État. C'est fini l'époque où on faisait un pronunciamento et on renversait la démocratie. Ils disent, elles périssent par effet de pente glissante, c'est-à-dire quand, au fond, le manque de culture démocratique commence à sévir chez les principaux animateurs de la démocratie. C'est-à-dire quand des juges, qui sont les garants de l'état de droit, quand des journalistes, qui sont les garants du débat public, quand des hommes politiques, qui sont les décisionnaires en démocratie, perdent l'éthos, la culture de la démocratie, eh bien, c'est le début de la fin. Et ils prennent un exemple que je trouve très significatif, c'est la croisade, littéralement, la croisade du juge fédéral Sergio Moro contre le président Lula da Silva. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de l'affaire de corruption qu'il y avait derrière tout ça, mais ce qui est certain, c'est que les méthodes extrêmement agressives qui ont été employées par le juge Moro contre Lula da Silva ont constitué, dans une analyse coût sur avantage, une déstabilisation de la démocratie brésilienne bien supérieure, au fond, à ce qui était reproché au président Lula. Et ça, c'est un exemple extrêmement significatif de la façon dont la perte de culture démocratique peut déstabiliser une démocratie. Et à mon sens, la fuite de Politico est intéressante parce que c'est exactement ce qui se prépare aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on revient sur l'arrêt Roe versus Wade, qui est un des fondements, au fond, de la pacification civique, sociale américaine, eh bien, on se met en situation de déstabiliser extrêmement profondément la démocratie. Et pour cette raison, c'est grave. Dernier point, est-ce que ça va venir en Europe ? Je vois une résurgence des guerres culturelles en Europe, effectivement, mais comme je le disais au début du propos, je pense que nous n'avons pas le même degré de conflictualité sur les questions de valeurs. Voilà, on a une opinion européenne qui aujourd'hui est quand même plutôt favorable à l'avortement, qui est quand même plutôt sensible au réchauffement climatique, et même même dans des sociétés un peu conservatrices comme l'Irlande, il est possible de purger ces choses-là. Il y a eu un très beau processus en Irlande avec une convention citoyenne, parce qu'on avait une classe politique qui, pour le coup, elle, était très alignée sur les positions les plus conservatrices de l'Église, et c'est grâce au travail de la convention citoyenne irlandaise qu'on a mis en quelque sorte la norme juridique autorisant l'avortement en phase avec les attentes d'une société qui s'était modernisée et qui avait profondément évolué. Jean-Louis Bourlanges. Oui, cette affaire, pour les gens de ma génération, est extrêmement perplexifiante, comme dirait le regretté Toscan du Plantier. Parce que moi, j'appartiens vraiment à la génération de ceux qui ont considéré que
même si l'interruption volontaire, l'interruption de grossesse était en soi quelque chose d'extrêmement pénible, d'extrêmement regrettable. D'ailleurs, je me rappelle, Simone Veil était profondément hostile au recours à l'interruption de grossesse. Elle estimait qu'il fallait développer l'ensemble des moyens de contraception pour éviter cette affaire-là. Et la légalisation qu'elle proposait avait pour objet, ça n'a pas été atteint d'ailleurs, de limiter le recours à ce type de procédure. Mais malgré tout, nous avions le sentiment que le développement du pouvoir des femmes, la conscience de l'horreur qu'avait été cette législation sur l'avortement appartenait au passé. Voilà. Antérieure, oui, la législation, la prohibition de l'avortement et la répression de l'avortement par les lois qui avaient été votées à l'issue de la Première Guerre mondiale, dans le dessein très illusoire d'ailleurs de freiner la dénatalité du pays. C'est pas du tout comme ça qu'on a freiné la dénatalité, on l'a freiné par d'autres mesures, les allocations familiales, en particulier, c'est Sauvy et pas... c'est pas Jeannette Vermersch. C'est pas Jeannette Vermersch qui ont sauvé la natalité française. Mais donc on vivait ça et on avait un sentiment, je me rappelle en avoir beaucoup parlé avec Simone Veil, on avait un sentiment d'avoir franchi une étape, d'avoir fait quelque chose qui ne serait pas remis en cause, qui était non pas du tout le développement de ces pratiques, mais le développement de la responsabilité morale de chacun et le droit, la reconnaissance de la responsabilité morale de chacun à prendre les décisions que cette personne estimait nécessaires. Et maintenant, on est quand même ressaisi partout par un double mouvement, mais notamment à partir des États-Unis, un mouvement de resserrement très très profond, de refermement sur des valeurs traditionnaliste, une église à travers des mouvements comme Sens commun, etc. en France, qui est beaucoup plus dur, un personnel religieux également beaucoup plus rigoureux. Moi, on ne me disait pas, quand j'étais gosse, on ne me disait pas dans les messes d'inhumation, dans les messes d'enterrement, des obsèques, on ne me disait pas de ne pas communier. Je veux dire, maintenant, les prêtres, beaucoup de prêtres prennent soin de dire si vous ne croyez pas, ne vous approchez pas, etc. Ça serait sacrilège. Ce sont des gestes quand même de rupture qui étaient très forts. Les gens, évidemment, si on ne croit pas en Dieu, on ne communie pas. Enfin, mais il y a d'ailleurs plusieurs façons de concevoir la communion, même pour mes prêtres me disaient, l'abbé Louis à Janson de Sailly me disait, la messe est un repas. Bon, donc, quand on enterre quelqu'un, même si on ne croit pas à la transsubstantiation, il peut y avoir une certaine signification à s'approcher de la table de communion. Eh bien non, on vous dit maintenant, non, c'est pas, vous avez le droit d'être là, bien sûr, mais c'est pas votre affaire. Donc il y a tout ça, c'est quelque chose de très perturbant, de très nouveau, parce que ça contredit toute l'évolution qui était celle notamment du christianisme depuis pratiquement la fin de l'antimodernisme, depuis la démocratie, depuis les années 20. Toute l'évolution progressive de la démocratie chrétienne, l'acceptation de la démocratie et le Concile de Vatican II, tout cela allait dans un certain sens et on se rapprochait, même si la tension était très forte sur l'avortement, parce qu'on comprend qu'il y avait quelque chose de dogmatique. Donc pour moi, je me demande pourquoi, comment on est tout à coup repris par ce conflit absolument majeur. Je n'ai pas de réponse, mais ce creusement entre la pensée libérale, c'est une vieille tradition. Au XIXe siècle, le libéralisme et le catholicisme ne faisaient pas du tout bon ménage. Mais ça s'était peu à peu résorbé, et cette tension entre la pensée libérale, c'est-à-dire le droit de l'individu à assumer ses normes, etc., et
l'Église, c'est quelque chose que pas seulement l'Église, et des mouvements, vous avez des mouvements traditionnalistes, intégristes de la société, c'est quelque chose de très, très surprenant. Alors, et effectivement, je partage ce que disait David, c'est très inquiétant de voir cette montée en puissance. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce qui caractérise ces débats, c'est dans les 5 catégories qu'a évoqué David, il y a la 5e, il y a le sacré. Et je crois que ce qui est très déconcertant et très fort, c'est la montée du sacré. C'est-à-dire que, et de part et d'autre, le wokisme se vit comme quelque chose de sacré. Il suffit de prononcer une parole. Il y avait un conservateur de musée à San Francisco qui avait dit une parole un tout petit peu en disant qu'il avait accueilli des peintures étrangères, des peintures africaines, etc., mais que ça n'excluait pas qu'il continue de faire appel à faire des acquisitions dans la peinture traditionnelle. Ce simple mot a entraîné une polémique qui a conduit à sa démission. Bon, ça prouve qu'il y a une espèce de vivacité, de tension autour de ces choses qui est très préoccupante. Alors, qu'est-ce que ça va donner aux États-Unis ? J'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est que le radicalisme est très fort, mais il est de part et d'autre un peu minoritaire, et qu'en réalité, les analystes disent que c'est pas forcément un bon calcul pour les républicains, parce qu'ils mobilisent très fortement contre le sentiment dominant d'une majorité d'Américains. Mais c'est quelque chose, en tout cas, que je ne pensais pas que nous allions revivre. Isabelle de Golemin. Oui, très rapidement, moi je suis bien d'accord avec ce qu'a dit David sur les valeurs. Alors le problème, c'est quand une valeur devient une identité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des valeurs, on peut avoir des conflits de valeurs, mais quand vous n'identifiez, vous ne définissez que par rapport à votre adhésion à une valeur, que ce soit l'avortement, que ce soit l'euthanasie, par exemple, pour un certain nombre de catholiques en France qui n'ont pas voté Macron à cause des projets sur l'euthanasie, effectivement, c'est là où c'est le problème. Et on est aujourd'hui dans une société, dans un monde où les religions ont de plus en plus tendance à s'identifier comme ça à une ou deux valeurs et finalement à ne pas voir la vraie réalité. Parce que la réalité de l'avortement aux États-Unis, elle est terrible. Elle est bien loin de ce dont on parle les constitutionnalistes. Ce sont des femmes très très jeunes qui sont dans des situations de pauvreté sordide, énorme. Et c'est d'abord là qu'il faut aller, beaucoup plus que d'interdire l'avortement. Exactement. C'est ça le vrai problème, me semble-t-il. Merci. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais commencer pour continuer à filer la métaphore religieuse. J'avais eu le ferme propos de ne pas recommencer les mêmes errements et je vois bien que j'ai péché à nouveau. Je veux dire que une partie de nos auditeurs, il se trouve qu'il y a à peu près un tiers de nos auditeurs qui a moins de 35 ans et qui de temps en temps, à la suite de références à tel ou tel personnage historique mais mineur, envoie des courriels en disant « Mais de qui parlez-vous ? Expliquez-vous » Alors que Jeannette Vermersch, parce que je prévois que je vais me faire remonter les bretelles à son propos, Jeannette Vermersch, épouse de Maurice Thorez, avait, au moment avait à la Libération, milité avec une ferveur toute particulière contre l'avortement, et même pour l'interdiction et la pénalisation de l'avortement, en vertu de la nécessité d'un rebond de la natalité après la guerre. Elle était d'ailleurs de la même manière d'une noire homophobie, comme en a témoigné son fils Paul dans un livre de souvenirs, Paul Thorez étant lui-même homosexuel. Mais je voudrais recommander un livre d'une particulière poésie, c'est l'autoportrait au fantôme de Didier Blonde, qui est publié à la NRF. Le 16 novembre 2017, l'expression « nègre littéraire » a été officiellement bannie de notre langage au profit de « prête-plume ». Les Anglais et les Américains disent « ghostwriter », écrivain fantôme, et on peut, et c'est mon cas, préférer cette seconde appellation. Didier Blonde a été à un moment de sa vie un écrivain fantôme, et aujourd'hui il est devenu écrivain de fantômes. Habitué des longues errances sans boussole dans Paris, habitué à des associations d'idées floues, ou plutôt à des associations d'idées fixes floues. Il orpaille les souvenirs, il collectionne les absences, il retrouve ceux et ceux qui ont et qui a disparu, hommes, femmes, rues, immeubles. Il fait sortir des actrices de la pellicule, il s'interroge sur ce qui est immuable et sur ce qui est fugitif.
Il se tient à la lisière des deux, dans un no man's land qu'il repeuple, et qu'il invite à repeupler à sa suite chacun d'entre nous avec ses fantômes personnels, et ceux qu'il découvrira ou qu'il imaginera en suivant l'exemple de Didier Blonde. Isabelle de Golemin. Oui, alors vous ne savez pas, parce que finalement, moi j'ai découvert, c'est que le 8 mai, c'est pas simplement la fête de la victoire, mais c'est la journée de l'orgue. Et donc, il y a eu beaucoup de choses dans les orgues. De l'orgue, pas de l'orgue. De l'orgue. Et je vous recommande à ce propos un documentaire passionnant sur Arte qui s'appelle Chercheurs d'orgue, où on voit notamment Bernard Faucroul, mais aussi beaucoup d'autres organistes qui nous expliquent la différence entre l'orgue français, l'orgue allemand, l'orgue italien, l'orgue espagnol, qui montre toute la complexité de cet instrument. Et c'est vraiment passionnant. Donc, Chercheurs d'orgue sur Arte Replay. David Jays. Alors, comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, c'est la canonisation de Charles de Foucault au Vatican. Et c'est un personnage, moi, qui me fascine depuis longtemps parce qu'il a une vie un peu comme Ignace de Loyola, qui sont d'ailleurs les deux grandes personnalités chrétiennes qui ont passionné François Sureau. Une vie en plusieurs étapes. Chez François Sureau, la mécanique de la conversion, c'est toujours en 3 étapes. D'abord, on est dans le monde, donc on est dans la dissolution, dans la dispersion. Et Charles de Foucault, il avait bien commencé de ce point de vue-là, puisque issu d'une famille de l'aristocratie alsacienne, élève de Saint-Cyr, grand amateur de belles femmes, de bonnes chairs, etc. C'était ce qu'on pouvait appeler un pêcheur et un bon vivant. Ensuite, il y a ce tournant spirituel, il se déguise en rabbin et il traverse le Maroc, et c'est le début à la fois de son exploration spirituelle et de sa curiosité géographique, ethnographique, etc. Et puis ensuite, après un long processus qui va l'amener dans les plus beaux endroits de l'Ardèche à Jérusalem, pour finir dans le Hogar, c'est-à-dire dans le sud de l'Algérie, près de Tamanrasset, il devient ce grand chrétien, finalement, avec sa mort qui reste encore mystérieuse plus de 100 ans après. Et il est un immense témoignage de sagesse. Et donc, je recommande de lire ses carnets qui sont extrêmement intéressants. Au fond, c'est l'histoire d'un chrétien, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une reddition. Petit à petit, à mesure que la sagesse vient. Et je suis assez heureux que la décision de sa canonisation ait été prise par le pape. Jean-Louis Bourlange. Oui, il y a beaucoup à dire sur les conditions de la canonisation. Je ne connaissais pas grand-chose, mais j'ai appris que quelque chose d'essentiel, c'est qu'il fallait faire un miracle, évidemment, mais que le miracle se faisait à titre posthume, ce qui est quand même tout à fait... Et c'est le charpentier de Saumur, bien sûr, qui s'appelle Charles, d'ailleurs. Oui, absolument. Qui ne croit pas. Attendez, expliquez-vous sur le charpentier de Saumur, parce que sinon je vais Le charpentier de Saumur a été sauvé. Il a fait une chute de 15 mètres. Oui. Il s'est empalé sur un pieu. Et il s'en est sorti indemne. Et il s'appelle Charles. Et alors, ce qui est le plus frappant, c'est que il s'en est sorti indemne en invoquant. Mais c'est le portrait craché de Charles de Foucault. Oui. Et la chapelle était, Isabelle, dédiée à Charles de Foucault. Mais lui-même n'est pas catholique. Oui, enfin, c'est un peu tiré farfetch, dirait-on. Mais enfin, j'ai compris quand même, c'est assez rassurant qu'après notre mort, nous pourrions peut-être continuer à faire des miracles et commencer à faire des miracles. Oui, j'allais dire. À ce moment-là, j'étais en train de chercher les miracles que vous aviez fait avant votre mort. C'est de disparaître. Et donc, les chemins de la canonisation ne sont pas bouchés. Ces réflexions sur cette procédure de canonisation qui est quand même tout à fait intéressante. Moi, je voulais simplement, relever que jeudi dernier, le journal L'Opinion, a célébré son 9e anniversaire. Et je voulais saluer cet anniversaire. Quand Nicolas Bétou s'est lancé dans cette affaire, c'était pas du tout évident. C'était intéressant. Je pensais que ça risquait de ne durer que quelques mois. Je ne sais pas si ça durera éternellement, mais je pense qu'en tout cas, c'est un organe de presse qui a maintenant atteint une certaine vitesse de croisière. Et je voudrais saluer cette expérience de presse parce que je trouve que c'est très intéressant comme type de journal. Vous avez, et ça ne met pas du tout en cause la croix, qui est d'une façon générale dans le même registre que celui que je vais décrire. C'est le journal de mon enfance, c'était François. On apprenait les nouvelles, fausses ou vraies,
parce que M. Lazareff les avait publiés en premier. Et puis, on a peu à peu appris à apprendre les informations autrement. Par la télévision, puis par les radios, puis par les télévisions. Et on est saturé d'informations. Et alors, que devient la presse dans ces cas-là? Et je crois que le pari de l'opinion est intéressant, c'est de faire, en quelque sorte, une revue quotidienne. C'est-à-dire que ça donne le type d'information qu'on a dans une revue, c'est-à-dire une réflexion sur des sujets en profondeur, etc. L'information, on l'a par ailleurs, mais on a des articles de fond au quotidien. Et c'est donc dans un format qui est très limité, pas celui de l'abondance revue, et ça nous permet d'avoir, je crois, un complément très utile, qu'on soit libéral ou qu'on ne le soit pas. C'est la lecture de ce type de journal, comme la lecture de La Croix, c'est quelque chose qui vous permet d'accompagner ce martèlement médiatique qu'on a à travers les radios et les télés, les chaînes d'information. Donc je trouve que c'est une expérience qui mérite d'être saluée, et je crois qu'il faut à la fois lire La Croix, lire l'opinion, lire commentaires et écouter et financer le nouvel esprit public. On ne saurait mieux dire, surtout pour la dernière partie. Je remercie donc, en donnant rendez-vous à nos auditeurs, dimanche prochain. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compendium, dont le succès va croissant. Compendium fait que nous sommes à la fois un podcast qui s'écoute et un podcast qui se lit. Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui lui surveille toutes les questions liées à la plateforme de financement, Adrien Beccaria qui pour le studio L'Arrière-Boutique a enregistré cette conversation, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. J'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas d'enregistrement public au mois de mai. Il y en a eu 2 au mois d'avril. Il n'y en aura pas au mois de mai pour des complications dans le détail desquelles je n'entre pas. Et quant au mois de juin, à cause des élections, il ne pourra pas y avoir d'enregistrement public avant le dernier dimanche de juin, avant le 26 juin. Je vous redirai tout ça, mais comme des questions déjà commencent à arriver, je vous donne cette première réponse. À dimanche prochain. Donc.